Ils étaient les parias de la Grèce, jusqu'à ce qu'un homme se dresse pour les mener au sommet de l'Empire. Alexandre a été l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Il avait conscience de vivre une époque de progrès technique dans l'art de la guerre. Grâce à ses innovations, Alexandre le Grand a réalisé d'immenses conquêtes qui, d'Égypte jusqu'en Inde, ont fait de tout son empire un nouveau monde grec. Les Grecs ont conquis l'ensemble du monde connu et ils y ont exporté leur mode de vie parce que pour eux, il n'y en avait pas de meilleur. Mais sans roi, point de royaume. Lorsqu'Alexandre succombe à une maladie fulgurante, l'effritement de son empire est presque aussi rapide que sa construction. « 404 avant notre ère. 27 années d'une guerre dévastatrice viennent de s'achever. Privé de sa flotte naguère puissante, Athènes affamée se rend à son ennemi juré, Sparte. La flotte athénienne a commis la terrible erreur de venir s'abriter dans la petite rade d'Aigos Potamos, où les Spartiates l'ont littéralement anéanti. Après la défaite d'Athènes, Sparte et Thèbes vont longtemps rivaliser pour dominer la Grèce. Mais en 359 avant notre ère, un jeune homme de 23 ans accède au trône de la lointaine Macédoine. En 20 ans, il va changer la face de la Grèce. Son nom, Philippe II. La Macédoine était un drôle d'État, une sorte d'éternel second. Elle avait un fort potentiel en termes de population et de ressources naturelles, mais elle n'avait jamais réussi à s'organiser. Pour les cités-États, les Macédoniens ne sont qu'une tribu primitive. Pourtant, sous la houlette unificatrice de Philippe, ils formeront en 20 ans la machine de guerre la plus respectée que la Grèce ait jamais connue. Philippe renforce la Macédoine sur deux fronts, diplomatie et puissance. D'un côté, il noue des alliances avec les cités-États voisines. De l'autre, il révolutionne l'armée en faisant une activité professionnelle hautement spécialisée. Mais la clé de voûte de cette structure novatrice, c'est la création d'un corps d'ingénieurs chargé d'inventer de nouveaux engins de guerre. Une décision qui changera à jamais le visage des conflits et la manière de les remporter. Pour les cités-États hellènes, les Macédoniens n'étaient pas de véritables Grecs. Ils descendaient d'une ancienne tribu de guerriers dont la réputation de barbares perdurait. Pourtant, Philippe II était loin d'être un barbare, ou alors le barbare le plus intelligent que le monde ait jamais connu. Bonjour, je suis Peter Weller. Le pilier de la stratégie militaire de Philippe était de combiner cavalerie et infanterie, et le pilier de son infanterie était la phalange. Une formation rectangulaire de fantassins équipés d'armes légères et capable de se déplacer à une vitesse rarement égalée. La phalange fait partie des formations militaires grecques depuis des centaines d'années. Mais Philippe va la doter d'une arme encore jamais vue sur le champ de bataille. Philippe a modifié la forme de la phalange et introduit cette longue lance appelée saris. Avec ça, la phalange est devenue une sorte de grand rouleau compresseur. La saris est une lance de près de 5 mètres et demi, capable d'anéantir les soldats ennemis avant qu'ils aient le temps de contre-attaquer avec leurs épées ou leurs lances plus courtes. En gros, vous pointez votre saris sur le type d'en face et vous le repoussez. C'est un peu comme un adulte met la main sur le front d'un enfant qui essaie de l'attaquer. Le bambin a beau s'acharner et agiter les poings, il a les bras trop courts pour atteindre sa cible. Voilà ce que la saris permet à l'infanterie de Philippe. Composée de soldats parfaitement entraînés, disciplinés et équipés, la phalange macédonienne écrase les formations traditionnelles. Mais ce sont les innovations techniques qui font de l'armée de Philippe une force invincible.
Pendant longtemps, les Grecs ont de très mauvais assiégeants. Mais aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, ils font un véritable bond en avant. Il y a des milliers d'années que l'on utilise l'arc et la flèche, mais la puissance de l'arc est assujettie à celle du bras qui le tire. L'une des premières innovations des Grecs de l'Antiquité en matière d'armement est un arc capable d'exploiter une force physique supérieure à celle des seuls bras. La première arme de siège mise au point par les Grecs est une sorte d'arbalète appelée gastraphète, c'est-à-dire arc ventru. C'était une arme lourde, dotée d'un élément courbe pour l'appuyer contre l'abdomen. De cette manière, on pouvait tendre l'arc des deux mains, ce qui permettait de créer une tension beaucoup plus grande. Si le gastraphète marquait une formidable amélioration par rapport à l'arc, Philippe avait besoin de beaucoup mieux pour vaincre les armées du monde. Pour faire encore plus de dégâts, il leur faut une nouvelle génération d'armes. Ils vont donc inventer ce qu'on peut appeler la catapulte à torsion. Cette catapulte est dotée de ressorts fabriqués en torsadant entre eux d'épais cordages confectionnés en air d'animaux, en crin de cheval ou même en cas d'urgence de cheveux humains. L'arme fonctionne comme une arbalète, à ceci près qu'elle est montée sur une plateforme. Les ingénieurs l'appellent oxybel, tireur de pointes acérées. Cette fois, ce n'est plus la force physique de l'homme qui lui donne sa puissance, mais la torsion et la tension des cordes poussées à leur maximum. Ça accumule une énergie énorme parce que les cordes veulent se détendre, mais elles sont entravées. Ensuite, on insère une pointe dans le ressort et on la tire en arrière, ce qui accroît encore la tension déjà immense. Si bien que lorsqu'enfin elle se relâche, elle dégage une puissance et une rapidité incroyables par rapport au vieux système de flexion de l'arc. L'éloignement ne protège plus les soldats d'une mort violente et soudaine. L'oxybel est capable de transpercer bouclier et armure à près de 400 mètres de distance, une caractéristique qui a donné naissance au terme générique de catapulte. Le mot catapulte signifie qui traverse le bouclier. L'étymologie est simple quand on sait que le pelt est le bouclier de l'Antiquité grecque. C'est lui qu'on retrouve dans catapulte. Avec de telles armes, rien ne peut arrêter Philippe dans sa conquête des cités-États voisines. En 338 avant notre ère, sa victoire sur Athènes et Thèbes fait de lui le maître incontesté de la Grèce. Mais c'est dans les actes, après la bataille, que les Macédoniens montrent comment ils entendent diriger les terres conquises, malgré leur réputation de barbares. En 338, Philippe et son fils Alexandre, qui n'a que 18 ans, terrassent une coalition thébo-athénienne à la bataille de Chéronée. Et là, Philippe fait une chose incroyable. Il laisse tous les Athéniens rentrer chez eux. Puis il invite toutes les cités-États à se réunir en conseil à Corinthe, histoire de camoufler son pouvoir sous une forme de diplomatie. Et il leur dit « Respirez tranquille, tout va rester comme avant ». Il aurait pu choisir la politique de la terre brûlée, comme Gengis Khan quelques siècles plus tard, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Il faut savoir que si les Grecs considéraient les Macédoniens comme une bande de rustres, l'animosité était réciproque. Mais Philippe avait goûté à l'idéal hellénique pendant son long séjour à Thèbes. Devenu roi, il a invité des philosophes et des professeurs à venir en Macédoine. Toute sa cour savait parler le grec attique. Philippe ne voulait pas détruire la Grèce, il voulait être la Grèce. Il était comme le pauvre gars du fond de la classe qui veut faire partie de la bande des types cool. Enfin, en un peu plus costaud. Au sommet de sa gloire, porté par son peuple, il se préparait à réaliser son ambition suprême, envahir l'Empire perse. Mais tel n'est pas son destin. Philippe mourra prématurément des mains d'un proche félon. Juste avant de partir à la conquête des Perses, le roi organise une célébration publique.
Alors qu'il s'avance, seul devant ses hommes pour prouver qu'il ne craint personne, un garde se rue sur lui et lui plonge un poignard dans la poitrine. À 46 ans, l'artisan du panhellénisme n'est plus. S'agissait-il d'un assassin isolé ou d'une conspiration? On ne le saura jamais avec certitude parce que quand l'assassin a tenté de fuir, les gardes de Philippe l'ont abattu. Mais le rêve de Philippe ne s'éteint pas avec lui. Avec l'avènement d'Alexandre, son fils de 20 ans, le désir de conquête de l'Empire perse ne fait qu'augmenter. Alexandre saura utiliser l'armée, les ingénieurs et les technologies de Philippe bien au-delà de ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Avec lui, la Grèce s'étendra jusqu'aux confins du monde. Philippe a conquis la Grèce. Son fils va poursuivre son œuvre, conquérir le monde et entrer dans l'histoire sous le nom d'Alexandre le Grand. Alexandre a été l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. C'était un véritable génie sur le champ de bataille. Certes, il a hérité d'une puissante machine de guerre, mais il a aussi su très jeune commander cette machine. Philippe a tout préparé pour la conquête. À présent, l'heure est venue pour son fils de passer à l'offensive. En 334 avant notre ère, Alexandre mène son armée de plus de 35 000 Macédoniens au combat contre l'Empire perse. La Perse est alors une immense superpuissance qui règne sur tout le Moyen-Orient et l'Asie mineure. Alexandre et son armée pénètrent en actuelle Turquie, creusant une profonde entaille en territoire perse. Mais les Perses gardent un avantage qu'Alexandre doit neutraliser s'il veut vaincre l'ennemi séculaire de la Grèce. Alexandre a un problème, il n'a pas de flotte. Alors il doit neutraliser celle des Perses. Sa stratégie consiste donc à s'emparer de chacune des grandes bases navales perses en les assiégeant sur la terre ferme. Alexandre continue son avancée vers le sud le long de la côte méditerranéenne, assiégeant les villes et les ports qui lui résistent. Mais devant la puissante citadelle de Tyr, Alexandre et ses ingénieurs sont face à un véritable défi. Dans l'Antiquité, Tyr était une île. La ville se dressait sur une petite île côtière et les Tyriens la croyaient à peu près imprenable, d'autant qu'ils disposaient d'une vaste flotte. À la fin du IVe siècle, la situation a changé. Alexandre essaie d'abord la diplomatie. Il envoie des messagers proposer un traité de paix aux Tyriens. Leur réponse est rapide et on ne peut plus clair. Ils tuent les émissaires et jettent leurs corps par-dessus les remparts. Alexandre joue gros. S'il échoue, le monde entier saura qu'il n'est pas invincible. Mais Tyr est protégé par la mer. Les ingénieurs grecs doivent trouver le moyen d'apporter le champ de bataille aux portes de la ville où Alexandre pourra combattre ses habitants face à face. Alors, Tyr ne sera plus une île. Que se passe-t-il si l'ennemi refuse de sortir se battre? Alexandre se rend compte qu'il ne peut pas laisser son armée s'enliser devant les fortifications. Ce qui signifie qu'il lui faut des techniques et des engins capables d'attaquer les murailles. Avec ses murs énormes, son port fortifié et très peu de terre à l'extérieur de l'enceinte, Tyr a longtemps été considéré comme une citadelle imprenable. Alexandre sait qu'il ne pourra jamais s'en emparer tant que ses remparts tiendront. Il adopte alors une tactique extrêmement ambitieuse. Il demande à ses ingénieurs de construire une jetée reliant l'île à la côte. La jetée mesure près de 800 mètres de long, 60 de large et 6 de haut. Arrivé à distance de frappe, Alexandre fait s'abattre sur la ville une pluie de terreur. Puis il déploie la seule arme capable de mettre un terme à la bataille, la tour de siège. Il s'agit d'une sorte de véhicule fortifié roulant à plusieurs étages. À l'extérieur, la structure en bois est intégralement recouverte de cuir vert en guise de protection anti-feu. À l'intérieur,
Un escalier central permet de gagner les différentes plateformes munies d'oxybels et autres catapultes destinées à bombarder les murs de tir. En bas, d'autres hommes s'abritent derrière la tour pour approcher un bélier militaire. La tour permettait d'avancer jusqu'aux murailles parce qu'à l'intérieur, les hommes étaient protégés. Ils tiraient sur les soldats postés sur les remparts, essayaient de donner l'assaut et de tuer les défenseurs. Les tours de siège d'Alexandre pilonnent les fortifications de tir pendant des jours. Une fois le mur éventré, Alexandre achève la ville en la livrant aux flammes. L'assaut devait être une expérience terrifiante pour tout le monde. Le seul moyen de communication était les trompettes. Alors imaginez un concert de trompettes tonitruantes au milieu du vacarme des hommes qui donnent la charge et des drapeaux qui battent au sommet des remparts. Ça devait être effroyable. Alexandre reprend sa route vers le sud par la Palestine. Plus sûr de lui que jamais, il vise à présent le plus grand des empires, l'Égypte. Le jeune roi révère cette civilisation ancienne, mère des majestueuses pyramides et de tombeaux monumentaux sans pareil. Mais il a une autre raison, plus prosaïque, de convoiter ces terres. L'Égypte est le grenier de la Méditerranée. Ces champs de blé représentent une source inestimable pour nourrir l'empire en pleine expansion. Contrairement à Tyr, l'Égypte se laisse conquérir sans effusion de sang. Alexandre a été accueilli en Égypte comme un libérateur et comme un homme doué de pouvoirs extraordinaires. Les Égyptiens ne se contentent pas de l'accueillir chaleureusement. Ils le déifient. En 331 avant notre ère, le Macédonien est sacré pharaon, devenant officiellement le fils du dieu Amon. À 24 ans, Alexandre a transcendé la mortalité. On peut imaginer que quelqu'un à qui il arrive des choses extraordinaires, devant qui toutes les portes semblent s'ouvrir comme par magie, qui sort victorieux de tout ce qu'il entreprend, finisse par se dire « Peut-être que quelque part je suis un dieu ». Je crois qu'Alexandre l'a sincèrement pensé. Ce n'était pas seulement pour la galerie, il essayait de mieux se connaître. À la fin du IVe siècle avant notre ère, les cités grecques poussent comme des champignons dans le sillage de l'armée d'Alexandre. Centres politiques et administratifs, elles sont surtout le moyen de tisser une toile unificatrice de langues, de cultures et de savoirs helléniques. Le résultat en sera un modèle de construction urbaine qui s'étendra jusqu'aux régions les plus reculées de l'Empire. En 325 avant notre ère, cet empire s'étend jusqu'en Inde actuelle, à près de 5000 km à l'est de la Grèce. Si l'armée d'Alexandre est une machine de destruction, son empire donne naissance à un nouveau monde grec. Pour diriger les nations conquises, Alexandre choisit le compromis et l'assimilation. Souvent, il laisse derrière lui des soldats qui épousent des femmes de la région et gouvernent son empire en pleine expansion. Des villes auparavant perses, égyptiennes ou indiennes deviennent des cités grecques. Cette invasion intellectuelle donne naissance à une culture hybride connue sous le nom d'hellénisme. Il y a vraiment des parallèles frappants avec ce qui se passe actuellement dans notre ère de mondialisation. Aujourd'hui, nous avons une langue commune, l'anglais, la langue des échanges commerciaux. Après Alexandre, des peuples entiers ont adopté les coutumes et la langue grecque. L'hellénisme s'appuie sur la vie de la cité. Et c'est précisément dans l'urbanisme que la suprématie grecque est la plus manifeste. Qu'ils bâtissent une nouvelle ville ou refaçonnent un centre existant, partout où l'empire s'étend, les ingénieurs d'Alexandre articulent la cité sur le plan quadrillé que suivent les Grecs depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le plan quadrillé mis en œuvre dans ces villes était un symbole d'ordre.
Tout gouvernement capable de remplacer les ruelles sinueuses traditionnelles d'une ville par un quadrillage linéaire de rues à angle droit était un gouvernement à craindre, à respecter. Les campagnes d'Alexandre en Asie mineure ont créé un nouvel ordre mondial que l'on appelle aujourd'hui hellénisme. Si vous habitiez une ville conquise par Alexandre, vous habitiez une ville grecque. Voici l'une de ces villes, Pergame. Il y a 2000 ans, elle avait toutes les caractéristiques d'une cité grecque. Agora, temple, théâtre. Elle a même égalé Athènes en tant que capitale culturelle du monde grec. Le style des sculptures retrouvées ici transportera Michel-Ange et changera à jamais la face des arts plastiques. Pergame a été construite sur une série de collines. C'était une ville spectaculaire, théâtrale et conçue comme telle. Les vestiges de Pergame se dressent toujours fièrement dans la Turquie moderne. Merveilleux témoignage de l'urbanisme grec. Pergame paraît comme accroché à flanc de colline. Apparemment, ces architectes se sont beaucoup appuyés sur la topographie. D'un point de vue symbolique, par exemple, ça signifie que les palais et les temples se trouvaient sur les hauteurs. Pour ériger la ville à près de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, une série complexe de vastes terrasses a dû être aménagée. À l'époque hellénistique, Athènes n'est plus la puissante cité d'antan. Le pouvoir se déplace vers d'autres grandes villes. Dans cet espace, Pergame prend son essor. À certains égards, elle est le reflet de l'acropole d'Athènes, où les temples sont érigés sur la colline naturelle qui domine la ville. Et à Pergame, on ne lésine sur aucun moyen pour construire des temples magnifiques et de superbes édifices publics. La structure urbaine grecque existait avant Alexandre, mais c'est la période hellénistique qui la pousse à sa perfection. Où que l'on aille, on trouve les institutions qui la caractérisent. Toutes les villes hellénistiques ont un théâtre grec, des temples grecs, un gymnase. Elles ont toute une agora, ce marché-forum. Le cœur de la cité grecque, c'est sa place publique, l'agora. Ici, les marchands viennent vendre leurs marchandises et les citoyens se réunissent pour discuter des questions politiques du jour. L'agora est jouxtée par la stoa, équivalent antique de nos galeries commerciales. La stoa se compose d'un long hall à colonnade ouvert sur un côté. Un espace en plein air mais protégé des intempéries. Si l'agora et la stoa forment le cœur économique, public et politique de la ville, son âme culturelle réside dans une autre merveille technique, incontestablement la plus importante des cités hellénistiques. Le théâtre. Le théâtre est fondamentalement une invention athénienne. C'est un art démocratique avant tout et il se développe à Athènes en même temps que s'y développe la démocratie. Le théâtre était un aspect essentiel de la conception du monde par les Grecs, de leur manière de se penser et de penser le monde. Pour beaucoup de gens, c'est l'un des grands héritages que les Grecs de l'Antiquité nous aient transmis. Le théâtre antique n'est pas seulement un lieu de discussion sociale. Il a également inspiré le cirque romain et est devenu la norme de construction des stades pour les 2000 ans à venir. Répartit les guerriers par pays et par clan, afin que le clan serve d'appui au clan, le pays au pays, disait Nestor à Agamemnon dans l'Iliade. Ces mots pourraient avoir été prononcés ici, parce qu'entre autres dons merveilleux, la civilisation grecque nous a légué l'art dramatique et la musique. Voici le théâtre grec de Pergame, le plus profond de son genre. Un théâtre de Broadway peut accueillir 8 à 900 personnes, peut-être 2000 pour les comédies musicales. Celui-ci peut en contenir des dizaines de milliers.
Alors comment diable un acteur debout sur la scène peut-il projeter sa voix de sorte que le dernier spectateur du dernier rang puisse l'entendre et le comprendre? La réponse tient d'une prouesse technique. Premièrement, le théâtre est construit à flanc de montagne, si bien qu'il n'a pas besoin d'une grande infrastructure, car c'est le terrain qui fournit le support de ces bancs de pierre. Deuxièmement, sa forme en hémicycle permet une acoustique incroyable. Vous pouvez donc presque chuchoter sur la scène et le spectateur le plus éloigné vous entendra comme si vous lui parliez à l'oreille, car le mur du fond réfléchit le son. Troisièmement, les acteurs portaient des masques qui ne représentaient pas seulement un personnage, mais faisaient aussi office de mégaphone. Ces trois éléments combinés, cet endroit était merveilleux pour assister à une représentation de l'Agamemnon d'Échille. Sans aucun doute, le théâtre grec le mieux conservé est celui d'Épidore, en Argolide, dans le nord-est du Péloponnèse. Les théâtres grecs se divisaient en trois grandes parties. Le théatron, ou lieu d'où l'on regarde, où s'installait le public. L'orchestre, ou lieu où l'on danse, où se déroulait la majeure partie de l'action. Et la skéné, une construction en bois située derrière l'orchestre. Avec son toit plat, elle servait de loge, de coulisses et parfois d'estrade pour certains éléments. Le théâtre d'Épidore compte 55 rangs de sièges divisés en trois sections horizontales, elles-mêmes subdivisées par des escaliers. En tout, la capacité d'accueil de cet immense théâtre est estimée entre 12 et 14 000 personnes. Mais c'est l'acoustique qui fait d'Épidore un théâtre vraiment spectaculaire. Assis au dernier rang, on est loin de l'orchestre. La personne qui s'y tient paraît toute petite. Et pourtant, on peut avoir une conversation avec elle en élevant à peine la voix. En 10 ans seulement, Alexandre a mis la culture grecque en position de dominer le monde. Mais empires et empereurs ne sont pas éternels, et Alexandre n'y fait pas exception. Ses conquêtes sont le fruit des technologies avancées dont dispose son armée, mais aussi de sa capacité légendaire à susciter la fidélité de milliers d'hommes. Pourtant, après des milliers de kilomètres et 13 années de batailles incessantes, cette fidélité est proche du point de rupture. La loyauté de ces hommes a fini par s'épuiser. Ils se sont rebellés et ont refusé d'aller plus loin. Alexandre a dû faire demi-tour. Personne ne sait exactement ce qui l'a tué. Une infection, une blessure au combat ou les suites de la vie très rude qu'il avait menée. Ces voyages extraordinaires au cours desquels, selon la légende, il s'infligeait les mêmes épreuves que ses hommes. D'après l'une des versions, il se serait enivré à mort. Mais il y avait toujours des intrigues à la cour de Macédoine. Philippe avait été assassiné. Peut-être Alexandre a-t-il été empoisonné? Malheureusement, personne n'a la réponse à ces questions. Le 10 juin 323, un mois avant son 33e anniversaire, l'homme le plus puissant de la terre exhale son dernier soupir. À présent, son empire va se fragmenter aussi vite et violemment qu'il est né. Dans le vide laissé par le trépas d'Alexandre, les chefs régionaux se disputent le pouvoir. Les généraux et leurs héritiers s'arrogent de superbes royaumes hellénistiques pour lesquels ils se battront pendant des générations. L'Égypte échoua au général Ptolémée, nommé par Alexandre pour veiller sur les riches terres du Nil. Ptolémée façonne un royaume mêlant les cultures grecques et égyptiennes et fonde une dynastie qui durera près de 300 ans. Ptolémée Ier avait fait carrière en tant que conseiller et commandant militaire sous Alexandre. Il voulait donc une portion aussi riche et solide que possible de l'Empire.
portion of that empire as he could get. L'Égypte est le joyau de la Méditerranée. Avec sa forte production de blé, le grenier à pain de l'Antiquité garantit à son dirigeant suprême des bénéfices exceptionnels. Ptolémée doit asseoir sa légitimité aussi bien comme souverain d'Égypte que comme véritable héritier d'Alexandre. Selon la tradition macédonienne, celui qui rend les derniers honneurs au roi assure ses droits au trône. Ptolémée détourne alors la procession funèbre d'Alexandre pour emporter sa dépouille momifiée en Égypte et l'inhumer à Alexandrie, cette cité qu'Alexandre a lui-même fondée 15 ans plus tôt. Sous le règne de Ptolémée, l'Égypte devient un puissant royaume et Alexandrie, la capitale intellectuelle et scientifique du monde grec. Il voulait qu'Alexandrie soit une cité hellénique, une sorte de nouvelle Athènes mêlant les savoir-faire grecs et égyptiens. Située sur la côte égyptienne, Alexandrie a grand besoin d'un port facilement accessible pour entretenir ses relations commerciales avec les autres villes du pourtour méditerranéen. Ptolémée va donc mettre en œuvre un ouvrage des plus ambitieux, le premier phare connu. Pendant la nuit, il brillait si loin que les navires pouvaient le voir à des kilomètres. Et pendant la journée, il émettait de la fumée et restait donc très visible. Ce devait être une vision extraordinaire. À l'époque, seule la grande pyramide de Khéops était plus haute que le phare. Si l'on en croit la légende, il était de taille comparable à la Statue de la Liberté, soit une centaine de mètres. D'après certaines sources, il aurait même mesuré jusqu'à 135 mètres. La construction du phare demeure un mystère, mais à une quarantaine de kilomètres d'Alexandrie, des chercheurs ont découvert un monument funéraire qu'ils pensent être un modèle réduit de l'édifice original. D'après cette réplique, le phare était composé de 3 niveaux distincts. Le niveau inférieur était carré, le suivant octogonal et le dernier cylindrique. Et au sommet se trouvait le fanal. Le sommet du phare émettait une lumière puissante et régulière vers la mer. Pour les spécialistes, cette lumière était probablement un feu de bois. Et la section inférieure devait abriter une rampe assez large pour permettre à des bêtes de somme tirant des chariots remplis de bûches de l'emprunter. Cette rampe aurait à son tour donné sur des entrepôts de bois. À partir du 2e niveau, un puits équipé d'un monte-charge servait probablement à monter les bûches jusqu'au sommet. Certains parlent de miroirs et autres appareils permettant d'amplifier la lumière pour que le feu soit vu à des kilomètres à la ronde. Mais nous n'avons aucune preuve. Et un certain nombre d'experts pensent qu'il s'agissait d'un fanal, tout ce qu'il y a de plus simple. Un grand feu, rien de plus. Le phare a guidé les navires pendant près de 1600 ans, battus par les orages, les raz-de-marée et les tremblements de terre. Puis, aux alentours de l'an 1300 de notre ère, de violents séismes ont eu raison de cette merveille du monde antique. Pendant 7 siècles, le phare est resté enfoui sous les eaux de la Méditerranée. Puis en 1994, une équipe d'archéologues découvre d'immenses pierres dans le port d'Alexandrie, révélant peut-être les fondations d'un flambeau de l'histoire des techniques. Le célèbre archéologue français Jean-Yves Empereur a lancé une campagne d'exploration sous-marine extrêmement importante. Il continue à découvrir des éléments architecturaux du phare, si bien qu'un jour, peut-être, on pourra le reconstruire. Sous les flots, les archéologues ont découvert des blocs de pierre de plus de 70 tonnes, dont un supposé être le linteau de la porte monumentale du phare. Mais le phare n'est pas la seule merveille léguée par Ptolémée à Alexandrie. Déjà, le majestueux édifice domine la ville lorsqu'une nouvelle construction démarre. Cette fois,
ce sont les plus grands esprits qu'elle attirera dans sa cité cosmopolite. Cette construction, c'est la grande bibliothèque d'Alexandrie, où seront rassemblés plus de 200 000 manuscrits consacrés au savoir et à la connaissance. C'est là qu'un ingénieur exploitera la puissance de la vapeur, 17 siècles avant que ne naisse l'idée même de la locomotive. En abreuvant de culture grecque la richesse et le prestige égyptien, Ptolémée pose les fondations d'une cité nouvelle, appelée à devenir la plus grande et la plus cosmopolite de l'Antiquité, Alexandrie. C'est la capitale du monde connu. Dans ce sens, les rois ptolémaïques, les nouveaux souverains d'Égypte, ont créé quelque chose de tout à fait inédit. L'imposant phare d'Alexandrie guide les navires vers le port. Une autre idée lumineuse de Ptolémée y attirera les plus grands esprits du monde. Le musée et la grande bibliothèque. Musée ne veut pas dire que c'était un lieu d'exposition. À l'époque, ce terme désignait quelque chose comme un centre de recherche. C'est une sorte de cercle de réflexion, peut-être le premier grand cercle de réflexion du monde. Ptolémée achète des écrits d'auteurs et de scientifiques de tout le monde grec. La bibliothèque est la plus grande réserve de manuscrits du monde grec. Le fond de cette bibliothèque était mythique. Certains parlent de 2, d'autres de 5, voire de 700 000 ouvrages. Pour la première fois de l'histoire de l'homme, le savoir devient une matière première à conserver et partager. Mieux encore, certaines découvertes scientifiques faites à Alexandrie plus de 200 ans avant notre ère n'ont été acceptées que des siècles plus tard. Les érudits alexandrins savaient que la Terre était ronde, et le grand astronome Ératosthène en a même calculé la circonférence avec une erreur de moins d'1%. Il faut savoir que sous les rois ptolémaïques, chaque fois qu'un navire entrait au port d'Alexandrie, le capitaine devait avant toute chose déclarer s'il transportait le moindre papyrus, le moindre ouvrage philosophique ou scientifique. Si c'était le cas, l'œuvre était emportée à la bibliothèque pour y être copiée. Et en général, c'est la copie qui a été rendue au capitaine, pas l'original. Bien que Ptolémée fût macédonien, la longévité de sa dynastie en Égypte tient à sa volonté d'assimiler la culture locale. Sa propre famille fait son possible pour respecter et adopter les traditions égyptiennes. À ce titre, son fils, Ptolémée II, épousera même sa propre sœur, Arsinoé. Dans les familles royales égyptiennes, la tradition voulait que frères et sœurs se marient entre eux. On avait le sentiment qu'un personnage comme le pharaon ne pouvait pas épouser une simple mortelle. Si bien qu'en fin de compte, seule une sœur partageant les mêmes origines divines pouvait faire une épouse digne de lui. Les Ptolémées se sont peut-être hissés au statut de dieu grâce aux traditions égyptiennes, mais comme tous les pharaons avant eux, ces dieux restaient bien mortels. Ptolémée ne verra pas l'aboutissement de ses rêves alexandrins. Lorsqu'il meurt de cause naturelle en 283 avant notre ère, ni la bibliothèque ni le phare ne sont achevés. Sous la dynastie des Ptolémées, Alexandrie reste un centre de savoir florissant, berceau de nombre des plus grands penseurs de l'époque. Au 1er siècle de notre ère, juste après la fin des 300 ans de règne ptolémaïque, la cité hellénistique engendre l'un des plus célèbres mathématiciens de l'histoire. Héron d'Alexandrie, dont les inventions en font l'un des plus grands ingénieurs mécaniques de l'Antiquité. Tous ces ouvrages sont extrêmement détaillés et décrivent très bien les procédures de construction. Mais Héron était d'autant plus brillant qu'il avait un penchant pour les arts. N'oublions pas qu'en grec classique, le mot « art » signifie aussi « technique ».
Les inventions techniques de Héron ont de nombreuses applications pratiques. Il imagine même un extincteur à incendie, un odomètre et des portes automatiques. Mais c'est la vapeur qui embrasera littéralement sa créativité. Le premier moteur à vapeur en état de fonctionner a été construit en Angleterre au début du XVIIIe siècle. Plus de 1600 ans plus tôt, Héron en avait fabriqué le précurseur appelé éolipile. Il s'agissait d'une sphère métallique équipée de 2 tubes coudés, fixés sur un axe pour pouvoir tourner librement. Chauffée par en dessous, l'eau qu'elle contenait formait de la vapeur qui, en s'échappant, imprimait un mouvement de rotation à la sphère. Héron savait donc transformer l'air en quelque chose d'utile, de contrôlable. Nous sommes sûrs que dans un autre contexte historique, la révolution industrielle aurait pu se produire à Alexandrie au bout d'un siècle ou deux. L'essence y était. Ce qui est intéressant dans l'éolipile, c'est que Héron a découvert la puissance de la vapeur. La question c'est, pourquoi ils ne l'ont pas utilisé? Comment se fait-il qu'il n'ait pas fabriqué des machines à vapeur comme l'ont fait les Anglais des siècles plus tard? La réponse, c'est qu'en Égypte, les esclaves coûtaient si peu qu'on n'avait pas besoin de machines pour faire le travail. C'est très intéressant. On peut avoir une technologie et ne pas savoir qu'en faire parce qu'économiquement, on n'en a pas vraiment besoin. Si les créations d'Héron intriguent encore bien des ingénieurs aujourd'hui, combien d'autres inventions nées à Alexandrie ne parviendront jamais jusqu'à nous? On ignore précisément quand, mais une grande partie des connaissances scientifiques de l'Antiquité a été réduite en cendres avec l'incendie qui a ravagé la grande bibliothèque. Il n'en reste pas moins qu'Alexandrie et le génie hellénique ont brillé pour l'Antiquité, comme l'étoile guide le navire par-delà les mers. Les empires nés à l'époque d'Alexandre ne sont peut-être plus, mais ils nous ont laissé un héritage encore palpable de nos jours. Transformer les forces brutes de la nature en quelque chose de bénéfique, voilà le dénominateur commun à toutes les inventions grecques. Sans aucun doute, Alexandrie et sa bibliothèque légendaire ont été le haut lieu des mathématiques et de la technique grecque. Son fondateur n'a pas seulement conquis le monde, il l'a hellénisé, lui a transmis les idées et les idéaux, la culture et les valeurs de la Grèce. Une Grèce qui ne s'éteindra pas après la chute de l'empire d'Alexandre, non. Elle sera absorbée par ce que beaucoup considèrent comme la plus grande expérience d'hellénisme de toutes, Rome. C'était Peter Weller.